Ce garçon a acquis une compétence cachée super rare appelée l'inversion du monde miroir. Grâce à elle, il peut transformer n'importe laquelle de ses compétences inutiles en quelque chose d'incroyable. Par exemple, il a transformé sa compétence de contrôle des vignes, qui avait peu de chances d'immobiliser une cible, en épines chaotiques qui projettent des épines sur les ennemis avec une forte probabilité de provoquer la confusion. Mais avant sa régression, notre personnage principal était déjà un guerrier légendaire. Après d'innombrables batailles qui l'ont laissé marqué et épuisé, le héros fait face à sa plus grande blessure à ce jour, la trahison de son meilleur ami, Luo Wei. Dans un monde transformé par l'apparition soudaine de donjons, les pouvoirs mystérieux acquis grâce à ces lieux sont appelés classes. Pour conquérir les donjons, les gens forment des groupes. Luo Wei décide d'éliminer son ami qui a dépassé le rang SSS parce qu'il croit qu'un tel pouvoir devrait appartenir à la famille royale pour la stabilité de l'Empire. Dans cette optique, Luo Wei utilise des explosifs pour le tuer. Mais à notre grande surprise, lorsque Yun-Che meurt, sa compétence cachée du monde miroir s'active, transférant son âme dans un royaume en miroir à l'intérieur d'un lac. Des décennies plus tard, un groupe de brutes suspend un garçon la tête en bas, le battant et forçant son visage dans l'eau du lac. Les appels à l'aide de la victime atteignent l'âme de notre garçon qui les entend des profondeurs. Un garçon à lunettes tente d'intervenir, mais le chef des brutes se moque de lui et de la victime, rejetant la faute sur le nerd et le ridiculisant également. Soudain, un donjon se manifeste, faisant fuir tout le monde de peur. Le garçon ringard, cependant, se précipite pour détacher la victime qui est toujours attachée par une corde. Des monstres de donjon commencent à apparaître, menaçant d'attaquer. À ce moment critique, la victime précédemment noyée se réveille et libère son pouvoir, l'impact glaciaire, contre l'ennemi, un type de capacité qui aide à soigner la cible. Mais le système l'informe qu'il ne peut pas soigner quelqu'un qui a déjà tous ses PV. Pendant ce temps, le garçon à lunettes est frustré que son ami essaie de soigner un monstre. Notre protagoniste vérifie sa barre d'état et découvre qu'il a pris le contrôle du corps frêle de Yun-Che, héritant de ses faibles capacités. Il se souvient d'avoir été un guerrier de haut niveau et d'être mort après avoir activé le monde miroir, ce qui a conduit son âme dans ce royaume mystérieux. Les cris de la victime de la noyade avaient déclenché sa renaissance sous cette nouvelle forme. Poussé par un désir de vengeance, notre héros décide de profiter de cette seconde chance. Le garçon ringard se tourne vers Yun-Che pour obtenir de l'aide, mais notre héros est découragé de constater qu'il n'a aucune compétence valable. Le précédent Yun-Che était rejeté par tout le monde comme simple chanteur. Malgré cela, Yun-Che décide de fonder ses espoirs sur la compétence du monde miroir. Curieux de savoir comment cela fonctionne, il essaie de l'activer, mais le système lui dit qu'il ne remplit pas les conditions requises. Il tente la compétence sur un gobelin, mais le niveau est trop bas. Il essaie ensuite sur l'arme du gobelin, mais obtient le même résultat. Soudain, un seigneur difforme de niveau 10 apparaît, et une horde de monstres suit de près. Le garçon à lunettes craint le pire, convaincu qu'ils sont condamnés, tandis que notre garçon a encore du mal à maîtriser la compétence du monde miroir. Enfin, Yun-Che essaie de l'activer sur l'une de ses propres capacités apparemment inutiles. À son grand étonnement, il inverse avec succès les vignes en mêlant en épines chaotiques, semant la confusion parmi les monstres qui commencent à s'attaquer les uns aux autres. Au milieu du chaos, le seigneur difforme est éliminé par un autre monstre. Finalement, notre protagoniste se rend compte que même sa compétence la plus inutile peut devenir puissante une fois inversée. Stimulé par cette découverte, Yun-Che a hâte de transformer également ses autres capacités. Yun-Che est émerveillé par le véritable pouvoir de la compétence cachée de rang SSS du monde miroir. Plutôt que de simplement inverser une compétence, elle améliore en réalité la capacité globale. Notre garçon observe que dans sa forme originale, sa compétence aurait un faible taux de réussite et ne durerait qu'une seconde. Maintenant, il a hâte de voir ce qui se passe lorsqu'il inverse ses autres capacités. Il l'essaie avec frappe renforcée, la transformant en lame de tromperie, qui affiche désormais une augmentation de 10% de la puissance d'attaque et de la durée. Grâce au monde miroir, notre héros découvre qu'il peut amplifier la puissance d'attaque de n'importe quelle compétence. Alors que les monstres continuent de tomber dans la confusion et de s'entretuer, il gagne un flot de points d'expérience et monte rapidement de niveau. Chaque niveau supérieur restaure complètement ses PM, lui donnant plus d'occasions d'expérimenter. Profitant du chaos, il teste la lame de tromperie sur les monstres encore confus. Notre protagoniste utilise à plusieurs reprises le monde miroir sur ses compétences jusqu'à ce que ses PM tombent à 12. Finalement, sa lame de tromperie atteint une augmentation de 120% de la puissance d'attaque et dure 44 secondes. Lorsqu'un monstre géant charge Yun-Che, il le rencontre de front et le frappe avec sa capacité améliorée. Pendant ce temps, le garçon ringard reste sans voix, regardant notre héros, un simple chanteur, combattre tant de monstres avec facilité. Grâce à la lame de tromperie, Yun-Che porte des coups qui sont 2,3 fois plus forts qu'avant. Soudain, le seigneur du donjon émerge du sol, culminant au niveau 21. Pourtant, notre protagoniste tient bon, attaquant le seigneur du donjon avec des épines chaotiques. Malheureusement, le seigneur s'avère immunisé contre cette compétence et contre-attaque avec ses énormes griffes. Dans un moment de bravoure, le garçon ringard intervient pour le protéger.
En voyant cela, Yun-che se souvient d'un ancien compagnon de sa vie passée qui agissait toujours de la même manière. Le bouclier, cependant, ne tient pas longtemps, et le nerf est envoyé voler. Instantanément, notre garçon se précipite pour le soigner et exhorte le ringard à utiliser une potion de santé. Formulant une stratégie rapide, notre héros demande à Chaoji d'attendre. Avec seulement 8 secondes restantes sur l'âme de tromperie, Yun-che abat plus de monstres, gagnant des niveaux supplémentaires et restaurant ses HP et MP. Il réactive l'âme de tromperie, poursuit son saccage et monte de niveau jusqu'à ce qu'il se sente enfin prêt à affronter le seigneur du donjon. En atteignant le niveau 12, l'âme de tromperie a désormais une augmentation étonnante de 510% de la puissance d'attaque. Se précipitant sous différents angles, Yun-che déclenche un assaut implacable et finit par vaincre le seigneur du donjon. Chaozi a du mal à en croire ses yeux, stupéfait de voir un chanteur de niveau 5 abattre un seigneur du donjon. Avec la défaite du seigneur, le donjon est nettoyé. Alors que Yun-che rassemble le butin tombé, Chaozi, toujours incrédule, demande comment il est devenu si puissant si rapidement. En réponse, notre héros demande s'il est apparenté à Chao Benben. Kaoji est choqué que Yun-che connaisse le surnom de son arrière-grand-père. Yun-che est surpris d'apprendre que Kaoji est en fait le petit-fils de Benben. Pour autant qu'il se souvienne, cependant, Luo avait éliminé tous ceux qui lui étaient liés. Notre héros essaie de recueillir plus d'informations, mais Chaozi, de plus en plus frustré, refuse de répondre à d'autres questions puisque Yun-che ne se montre pas coopératif non plus. Chaozi demande alors pourquoi notre protagoniste a caché ses pouvoirs tout ce temps, mais change rapidement de conversation, suggérant qu'il retourne à l'école et mentionnant une prochaine visite au mémorial. Sentant la suspicion, notre garçon décide qu'il est préférable de garder son identité cachée pour l'instant. La mention du mémorial l'intrigue. Il semble que ce soit l'occasion idéale de découvrir ce qui s'est passé après sa mort dans sa vie antérieure. Alors qu'il voyage dans un bus sur rail, Yun-che observe que le transport fonctionne désormais avec des produits dérivés des donjons. Il est étonné de voir autant d'objets provenant des donjons utilisés dans la vie de tous les jours, des choses qu'il croyait autrefois ne pourraient jamais exister en dehors de ces royaumes dangereux. Curieux, il invoque une bague en os de chimère de son inventaire et se souvient que dans le passé, les objets de donjons restants disparaissaient avec le donjon lui-même. De toute évidence, les choses ont changé. Au mémorial, Yun-che se retrouve face à face avec une statue de Luo, maintenant célébré comme le héros qui a mis fin à la catastrophe des donjons il y a des années. L'histoire raconte que de nombreux donjons sont apparus en même temps, dont un redoutable donjon de rang SSS qui causait des souffrances quotidiennes aux civils. Luo, à la tête d'une armée, a conquis ces donjons, tandis que son ami proche, Luo-che, était qualifié de traître. Notre protagoniste bouillonne face à l'injustice, se souvenant que son armée était responsable d'avoir nettoyé le donjon de rang SSS, pourtant il reste calomnié par l'histoire. Pendant ce temps, le professeur d'école raconte les épreuves de Luo au combat, ajoutant qu'avec l'aide du célèbre héros Ding-kun, Luo a pu réprimer la rébellion. Pourtant, Yun-che n'a aucun souvenir de quelqu'un du nom de Ding-kun. Alors que cela se déroule, le chef des brutes, Ding-shu, apparaît, surpris de voir à la fois Chaoji et notre garçon en vie. Son ami spécule rapidement qu'un expert a dû être à proximité pour nettoyer le donjon. Les étudiants se rassemblent autour de Ding-shu, désireux d'en savoir plus sur le nouveau donjon. Ding-shu, cependant, reproche à Chaozi de les avoir entraînés dans des problèmes. Lorsque Chaozi proteste, Ding-shu le remet à sa place en attirant l'attention sur une statue de Chaoan, surnommée Ben-Ben, piétinée par le héros Ding-kun, son propre ancêtre. Soudain, Ding-shu crie avec colère à Chaozi, l'accusant d'insulter son ancêtre, tandis que d'autres étudiants commencent à bavarder sur le traître Chaoan. Le professeur d'école intervient, demandant à Chaozi de s'excuser et lui rappelant que la famille du héros a autrefois épargné la sienne. Il indique clairement que personne n'est disposé à aider un descendant d'un traître. Juste au moment où Ding-shu est sur le point de faire monter les choses d'un cran, notre protagoniste intervient et fait tomber Ding-shu, protégeant Chaozi avant que le mal ne puisse lui arriver. Les élèves commencent à chuchoter entre eux, choqués qu'un simple chanté de niveau 5 ait fait tomber Ding-shu et insulté la famille du héros. Enragé, Ding-shu traite Yun-che de punching ball et rassemble son groupe pour l'attaquer en bande. Notre garçon, cependant, renvoie facilement chacun d'eux avec des coups de poing précis, y compris Ding-shu lui-même. Le descendant du héros reste sans voix après avoir été vaincu si facilement, tandis que les autres étudiants recommencent à bavarder, maintenant convaincus que Ding-shu doit être faible. Furieux, Ding-shu active sa capacité, rage, et invoque son marteau forgé au feu. Pourtant, notre protagoniste repère une ouverture et le jette au sol avec un seul coup bien chronométré. Les élèves sont plongés dans un silence stupéfait lorsque le gardien de la salle commémorative arrive, rappelant à tous que les combats sont strictement interdits. Le professeur, visiblement mécontent, gronde notre garçon pour son impudence et invoque une arme pour tenter de rétablir l'ordre. Calmement, Yun-che brise l'arme en utilisant son anneau d'os de chimère et met le professeur au défi de gérer les choses équitablement, suggérant qu'il est biaisé envers la famille de Ding-shu.
Affichant la puissance de son anneau, notre héros force le professeur à accepter d'enquêter correctement sur l'incident. Intérieurement, Yun-Che note que l'anneau n'est qu'une goutte d'un seigneur de niveau 21, mais il est assez puissant pour affronter un professeur de niveau 32. En conséquence, le professeur excuse Yun-Che et Chaoji de la salle commémorative. À l'intérieur, le professeur appelle un guérisseur pour soigner Dingshu. Une fois dehors, notre protagoniste réfléchit qu'après sa propre chute, aucun de ses proches n'a survécu, et Ben a finalement été éliminé par Ding-kun. Curieux, il demande à Chaoji de partager l'histoire du soi-disant héros, Ding-kun. Chaoji explique que Ding-kun a découvert les plans du traître Yun-Che et a mené une armée près du donjon de rang SSS, aidant à réprimer la rébellion. Notre héros se souvient qu'il y avait en effet une embuscade dans le donjon destinée à anéantir son peuple. Chaoji continue, disant que Ding-kun a été promu par le roi et est devenu une figure célébrée, luttant pendant des années pour protéger le monde des catastrophes comme le grand cataclysme de Winterland. Pourtant, notre protagoniste se souvient distinctement que c'est lui, et non Ding-kun, qui a résolu la crise de Winterland. Pourtant, il est curieux de connaître l'arme de Ding-kun. Shouja lui parle de l'épée de nuage fluide, la lame censée avoir été utilisée par Ding-kun pour exécuter le méchant Yun-Che. Cette révélation enrage encore plus notre garçon. Non seulement ses réalisations ont été volées, mais même son épée est devenue une partie de la légende de quelqu'un d'autre. Maintenant, avec une détermination brûlante en lui, Yun-Che décide de faire tomber Ding-kun lui-même. À l'extérieur du complexe familial Ding, des gardes patrouillent sur le terrain. Mais quand ils aperçoivent Yun-Che et Chaoji, ils les ignorent simplement et continuent. Chaoji suggère nerveusement qu'ils devraient faire demi-tour, troublé par le nombre de gardes en service. Notre héros, cependant, se souvient que Ding-kun passe la plupart de ses ressources et de son temps à l'intérieur d'un donjon de haut niveau. À l'époque actuelle, les gens ne peuvent pas entrer ou sortir des donjons à volonté. Un laissez-passer spécial est requis pour l'entrée. Notre protagoniste suppose que la famille Ding doit posséder un tel laissez-passer. Il est curieux de connaître la forte sécurité, et Chaoji explique que la famille Ding a son propre donjon privé sur le domaine. De nos jours, les personnes puissantes peuvent acheter et vendre des donjons de bas niveau, ce que seuls les privilégiés peuvent gérer. Chaozi ajoute que Dingshu monte rapidement de niveau en broyant des monstres dans le donjon familial, tandis que les étudiants ordinaires ne peuvent gagner de l'expérience que dans les donjons de l'école. L'implication est claire. Plus une personne est riche et puissante, plus son niveau sera élevé. La plupart des diplômés réguliers quittent l'école au niveau 15 à 20, et beaucoup perdent complètement l'accès au donjon une fois qu'ils sont diplômés. Seuls ceux qui travaillent dans des emplois liés au donjon peuvent atteindre la trentaine d'années à l'âge mûr. Les gardes de la famille Ding sont autour du niveau 30, et ceux qui dépassent cela passent souvent à des postes militaires ou de guilde. Sachant qu'il aura besoin d'un laissez-passer pour entrer dans n'importe quel donjon, notre garçon évalue ses options. Cao exhorte à nouveau à la prudence et suggère de partir, mais notre protagoniste ne peut s'empêcher de penser à affronter Ding-kun et Luo Wei. Il observe que les gardes ne peuvent pas couvrir toutes les parties du manoir, et la plupart semblent complaisants. Décidant que c'est sa chance, notre héros saute par-dessus le mur, notant à quel point il est facile de se faufiler malgré une sécurité aussi laxiste. Chaudhuri hésite, mais notre garçon le tire à part, lui demandant s'il veut vraiment changer sa vie. Chaujir admet qu'il le veut, bien qu'il pense que ce n'est possible que s'il peut rejoindre une guilde. Yunsha insiste sur le fait qu'il vaut mieux agir maintenant que de continuer à attendre l'avenir, puis s'éloigne, laissant Chaujir faire son propre choix. Après un moment de pause, Chaujir se relève et suit. Repérant une opportunité, notre protagoniste attrape Chaujir, et ensemble, ils sautent dans le domaine. Ils atteignent avec succès l'entrée du donjon privé de la famille Ding. À l'intérieur, ils rencontrent des monstres allant du niveau 6 au niveau 8. Bien que ce donjon soit plus difficile que le dernier, il contient moins de monstres. Notre héros exhorte Shoji à affronter l'un des monstres de front. Bien que réticent, Shoji lève son bouclier alors que les monstres se rapprochent. Il lutte au début mais parvient à tenir bon. Notre garçon l'encourage à se défendre, lui rappelant qu'il veille sur lui. Finalement, Shoujo rassemble le courage de charger et parvient à vaincre un monstre. Notre héros observe que Shoujo est en fait assez talentueux. Son principal problème est la timidité, ce qui l'amène à jouer la défense et à paniquer facilement. Pourtant, la compréhension de Shoujo du positionnement spatial est impressionnante, ce qui lui permet d'éviter de subir beaucoup de dégâts. Chaque fois que Shoujo se sent dépassé, Yun-Che intervient pour s'occuper des monstres. Après le combat, Shoujo se rend compte qu'il est monté de niveau. Notre protagoniste explique que les points d'expérience sont distribués en fonction de la contribution. Si Shoujo ne renvoie pas au moins les monstres, il ne bénéficiera pas beaucoup, même si Yun-Che les achève. Kaoji mentionne qu'il distribue ses points d'attribut uniformément, mais notre garçon conseille que les porteurs de boucliers se concentrent généralement sur l'agilité. Kaoji explique sa stratégie, répartissant les points uniformément dans l'espoir de trouver un groupe à l'école, car les porteurs de boucliers lents sont souvent ignorés, laissant les monstres être revendiqués par d'autres. Notre héros explique que les promotions de classe avancées au-delà du niveau 60 nécessitent des allocations d'attributs spécifiques. Par exemple,
la classe de la forteresse du bastion a besoin de 60 d'endurance et de 90 de défense, donc une distribution aléatoire ne fonctionnera pas. Shouji doute qu'il atteigne le niveau 60, mais Yoon Choi l'encourage à viser au-delà du rang S. Réfléchissant à ses propres progrès, notre protagoniste réalise que sa classe de soutien est revenue grâce à la compétence du monde miroir. Soudain, il découvre que sa capacité du monde miroir elle-même peut être améliorée, ouvrant de nouvelles possibilités d'avancement. Yincho continue d'éliminer les monstres dans le donjon. Alors qu'il s'apprête à en attaquer un autre, la durée de sa lame trompeuse tombe à 0, mais il parvient quand même à achever l'ennemi. L'effort l'épuise, rappelant à notre garçon que son corps actuel n'est pas fait pour les batailles prolongées. Malgré cela, il passe au niveau 17 et gagne à la fois des points d'attribut et de l'expérience pour sa compétence du monde miroir. Apercevant des gardes de la famille Ding approcher, notre protagoniste saute rapidement en hauteur pour éviter d'être détecté. Shoujo suggère qu'il se retire car il ne reste plus que quelques monstres. Notre héros est d'accord, réalisant que suivre l'augmentation et la durée des lames trompeuses tout en esquivant les gardes est trop difficile à gérer. Il note également que toutes les compétences inversées ne sont pas pratiques dans les situations de combat. Actuellement, il a encore besoin de 30% d'expérience supplémentaire pour que le monde miroir passe au niveau supérieur, et il se demande à quel point la compétence deviendra puissante une fois qu'elle atteindra le niveau 2. Décidant d'éliminer le seigneur du donjon pour faire avancer ses progrès, Yincha s'enfonce plus profondément dans le donjon où les compétences de détection des gardes deviennent plus fréquentes. Finalement, il tombe sur le seigneur du donjon enchaîné et sous contrôle. Pour Kaozi, c'est la première fois qu'il voit un seigneur de donjon retenu de cette manière. L'attaquer maintenant attirerait trop l'attention avec autant de gardes présents, alors notre garçon choisit d'éliminer les gardes en premier. Il met un masque et soumet rapidement l'un des gardes en patrouille qui accepte immédiatement de parler. Le garde révèle qu'une réserve de laissez-passer se trouve dans le bureau de l'ancien maître. Il insiste sur le fait qu'il dit la vérité, ayant vu l'ancien maître et son garde partir avec ses laissez-passer, qui ne sont que pour un usage temporaire. Sans aide, il est presque impossible pour quiconque de passer la sécurité. Yuncha le pousse à vider son inventaire, s'assurant qu'il ne cache rien. Une fois dehors, le garde explique que la cupidité de la famille Ding les amène à accumuler chaque butin de valeur, ne laissant derrière eux que des objets ordinaires. Notre héros parvient à acquérir une nouvelle compétence à partir du livre de compétences du garde. Il se dirige vers le bord de la résidence intérieure où les gardes sont inutiles car tous ceux qui se trouvent à l'intérieur, à l'exception de Ding Shu, ont plus de 30 ans. Les laissez-passer dont ils ont besoin sont conservés dans la résidence intérieure, mais le chef de famille, qui est de niveau 42, est actuellement à l'intérieur. L'ancien maître et le troisième chef, tous deux au-dessus du niveau 50, sont en voyage d'affaires. Le garde s'effondre bientôt, et notre protagoniste décide de retourner seul dans le donjon pour attirer le chef de famille. Atteignant le seigneur du donjon enchaîné, il se rend compte que le seigneur est retenu par des chaînes de haut niveau pour maintenir le donjon stable. Apercevant un garde solitaire qui surveille le mécanisme, notre héros l'élimine rapidement et obtient les chaînes de combat de niveau 60. Avec le seigneur du donjon maintenant libéré et commençant à se lever, le chaos est sur le point d'éclater. Pendant ce temps, à l'extérieur, le chef de famille Ding commence à envoyer des gardes dans le donjon. Confiant dans la distraction qu'il a créée, notre garçon se prépare à entrer plus facilement dans la résidence intérieure. À l'entrée du complexe familial Ding, le deuxième chef de la famille, Ding Yao, sort de sa voiture avec Ding Shu à ses côtés. Il se dirige vers le véhicule suivant et ouvre poliment la porte pour Yuncha et son assistant, les accueillant à sa manière formelle. Puis, sans avertissement, Ding Yao donne un coup de pied à un garde voisin avant de conduire ses invités dans le palais intérieur. Observant de loin, Shoujo observe la scène. Yuncha apparaît bientôt et explique que le seigneur du donjon à l'intérieur est de niveau 30, ce qui rend sa capture vivant une tâche difficile. Répandre le chaos, dit-il à Shoujo, était nécessaire pour maintenir le chef de famille distrait et occupé. Shoujo souligne que le garde qui vient de se faire frapper est en fait son oncle. Notre garçon apprend que dans le passé, sa propre famille a été complètement anéantie, leur évitant ainsi une humiliation supplémentaire. En revanche, la famille Chao a enduré des années de disgrâce, sous les ordres de Ding Kun, l'intimidation n'a fait que s'intensifier. Finalement, la famille Chao est devenue de véritables esclaves de la famille Ding, obligés de lire leurs humeurs et de ramper pour survivre. Shoujo dit que la génération de son père a essayé de résister, mais son père a perdu la raison et son oncle est devenu un simple serviteur des Ding. Malgré les risques, notre héros est déterminé à entrer dans la résidence intérieure. Kaoju proteste, lui rappelant que le père de Ding Shu, un redoutable niveau 42, est à l'intérieur. Mais Yunshu reste ferme, insistant sur le fait que ceux qui craignent le risque et qui réfléchissent trop n'avanceront jamais. Il dit à Chaozi que s'il veut vraiment changer son destin, il doit agir. Chaozi hésite, incertain s'ils peuvent vraiment s'opposer à une famille avec une telle puissance, mais notre protagoniste déclare hardiment qu'il est prêt à combattre l'empire entier s'il le faut. Sans un mot de plus, il saute dans le palais intérieur. À l'intérieur, le deuxième chef reçoit des nouvelles urgentes selon lesquelles le seigneur du donjon est devenu fou furieux.
Yunsha propose de revenir un autre jour, mais Ding Yao la rassure en lui disant que son frère aîné réglera rapidement la situation. Il mentionne également que l'ancien maître et son troisième frère sont en route pour la rencontrer et que leur grand-père héros de renom est impatient de la voir également. Sur la terrasse, notre garçon se demande si ce grand-père héros est le célèbre héros Ding-kun. Il observe que Yunsha partage son nom de famille, devinant que son statut doit être important. Il se glisse dans le bureau à la recherche de laissez-passer. Bien qu'il n'en trouve aucun, il tombe sur un journal intime et plusieurs livres de compétences de haute qualité. Parmi eux, il acquiert une nouvelle capacité, l'aura de ralentissement, qui peut réduire la vitesse d'un ennemi de 20%. À l'extérieur, Chao Chu voit des gardes entourer la résidence intérieure et devient de plus en plus anxieux pour la sécurité de notre protagoniste. Il envisage de s'échapper, mais les souvenirs des souffrances de sa famille le retiennent. Dans un acte de courage surprenant, Chao Ju crie soudainement pour attirer l'attention du garde, espérant créer une diversion pour notre héros. Saisissant l'occasion, Yunsha saute par la fenêtre, reconnaissant le courage nouveau de Chao Ju. Il crie fort, s'assurant que tout le monde sait qu'il a obtenu les chaînes et les livres de compétences. Puis il utilise le monde miroir pour inverser son aura de ralentissement en une aura d'accélération. Réalisant que notre héros se dirige vers le donjon, Ding ordonne rapidement à ses gardes de le poursuivre. Déterminé, Yunsha jette son dévolu sur le seigneur du donjon, dans l'intention d'améliorer sa compétence du monde miroir. Heureusement, le seigneur est maintenant à son plus faible après le combat précédent avec Ding Yi, donnant à notre protagoniste l'occasion idéale de frapper. Yunsha entend la commotion à l'extérieur de la résidence intérieure, mais Ding Yao la rassure en lui disant qu'il s'agit simplement d'un voleur qui cause des problèmes. Pendant ce temps, à l'intérieur du donjon, Ding Yi redirige rapidement ses gardes et se précipite en avant, ordonnant aux voleurs et aux archers de le suivre. Cependant, Yunsha utilise son agilité et ses compétences d'accélération, ce qui rend difficile pour les archers et les voleurs de niveau 30 de suivre le rythme. Notre garçon se retrouve bientôt face à face avec le seigneur du donjon, qui est maintenant dans un état estropié et lié par un sceau. Reconnaissant l'opportunité, il maintient sa vitesse et vise à éliminer le seigneur affaibli d'un seul coup décisif. Alors que les gardes se rapprochent, notre protagoniste libère des épines chaotiques, ce qui amène les gardes à se retourner les uns contre les autres dans la confusion. Il les dépasse facilement, notant leur manque d'expérience réelle en combat d'équipe. Un combat acharné éclate entre les gardes et notre héros, se poursuivant jusqu'à ce que Ding arrive enfin. Vêtu d'une armure et maniant sa hache, Ding charge notre protagoniste. Calmement, il invoque les chaînes de haut niveau. Il ne peut pas encore accéder à toutes leurs statistiques, mais au niveau 60, elles sont toujours redoutables. Brisant le sceau avec les chaînes, notre héros attaque le seigneur du donjon sous plusieurs angles, finissant par l'éliminer. Avec cette victoire, Yunsha atteint le niveau 20 et sa compétence du monde miroir passe au niveau supérieur. Alors que Ding et ses gardes se rapprochent pour le capturer, notre héros disparaît sans laisser de traces. Contre toute attente, il se retrouve dans le monde miroir après avoir activé sa compétence, réalisant qu'il a une demi-heure pour utiliser cet espace unique. Yunsha remarque rapidement que tout à l'intérieur du monde miroir apparaît inversé. Au début, il suppose que les gardes ici ne sont que de simples illusions, mais il réalise vite que ce n'est pas tout à fait vrai. Quand il ramasse un éclat de miroir, il découvre qu'il peut être ramené dans le monde réel. Maintenant que sa compétence de monde miroir a atteint le niveau 2, notre garçon réalise qu'il peut extraire tout ce qu'il obtient de ce royaume. Il vérifie sa fenêtre de stats et repère une nouvelle liste de compétences. Ce sont les formes inversées de toutes ses capacités. Cependant, il voit que certaines compétences de base sont toujours verrouillées, il n'est donc pas encore en mesure de les activer. Prévoyant à l'avance, notre protagoniste décide de sélectionner des combinaisons de compétences puissantes pour optimiser la progression de sa classe. Soudain, il remarque des esprits flottants dans l'air, qui se transforment ensuite en créatures mortes vivantes. Sans hésitation, notre héros abat l'un des morts vivants, et le système l'informe qu'il peut former un contrat avec lui. Il réalise qu'après avoir vaincu un mort vivant, il peut l'amener dans le monde réel tout comme les éclats de miroir qu'il a collectés. Cela lui ouvre de nouvelles possibilités. Pendant ce temps, de retour dans le monde réel, le donjon a disparu. Ding Yi et ses gardes attendent le moindre signe de Yunsha. Ils supposent qu'il a peut-être utilisé une compétence de furtivité de voleur, mais l'un des voleurs rejette cette idée. Frustré, Ding Yi gronde ses hommes pour avoir laissé l'intrus s'échapper. Contre toute attente, notre héros réapparaît juste derrière eux alors que le temps de marche dans le miroir expire. Ding Yi crie à ses gardes de le capturer, mais notre protagoniste invoque rapidement une armée de créatures mortes vivantes. Bien que tout le monde panique, l'un des gardes souligne que les morts vivants ne sont qu'au niveau 20. Alors que Ding Yi donne l'ordre de l'attraper, Yunsha s'est déjà éclipsé. Une fois dehors, notre garçon note que ses invocations de morts vivants sont encore quelque peu faibles, mais il est satisfait d'avoir réussi à conclure des contrats avec les 20 créatures mortes vivantes les plus fortes disponibles. Il apprend également que le monde miroir a une limite d'exploration de 200 mètres, limitant la distance qu'il peut parcourir à l'intérieur. Déterminé à tirer le meilleur parti de cette nouvelle capacité, il décide d'explorer le monde miroir à partir de différents endroits à l'avenir.
Juste à ce moment-là, il aperçoit Chaozi retenu par un garde. Agissant rapidement, Yun-Che abat le garde et attrape Chaozi. La situation étant sous contrôle, notre héros rentre chez lui, désireux de faire le total de ses gains et de planifier sa prochaine action. Les gardes de la famille Ding continuent de combattre les créatures mortes vivantes. Et bien qu'ils trouvent facile de les vaincre, les monstres n'arrêtent pas de revivre. Bientôt, Ding, le troisième chef de la famille Ding, arrive et élimine sans effort tous les morts vivants. Il explique que ces créatures invoquées drainent des points de magie et disparaîtront si elles sont vaincues plusieurs fois. Pendant ce temps, à l'intérieur de la résidence intérieure, Ding Yao s'incline devant le vieux maître pour s'excuser. Il rapporte que l'intrus s'est échappé par une fenêtre. Le vieux maître, furieux, se lamente qu'il ne sache même pas à quoi ressemblent les intrus. Ding Yao essaie de détendre l'atmosphère en mentionnant que Yunsha a accepté de visiter le donjon du héros. Le vieux maître, cependant, lui ordonne d'éliminer les intrus et de vérifier minutieusement tout ce qui aurait pu être volé. Ailleurs, Yunsha note avec satisfaction qu'il possède maintenant un laissez-passer et qu'il a juste besoin de quelqu'un qui puisse le faire entrer dans le donjon du héros. De retour chez Ding Shu, notre garçon a atteint le niveau 20, bien que son anneau d'os de chimère soit presque ruiné. Il a réussi à collecter plus de 10 livres de compétences, tous des chants de soutien, mais il a déjà appris le chant de chansons de bataille, qu'il peut inverser en chant de chansons de bouclier. Prévoyant à l'avance, notre protagoniste a l'intention d'utiliser ses compétences pour empiler ses attributs, dans le but d'égaler ou de surpasser les autres du même niveau en se basant uniquement sur les stats. Des butins du seigneur du donjon, il a également obtenu l'armure du chevalier corrompu. Avec Mirror World maintenant au niveau 2, les créatures mortes vivantes qu'il peut invoquer ont considérablement augmenté sa puissance de combat. Pourtant, ce n'est pas suffisant pour notre héros. Il sait qu'il doit atteindre le niveau 50 et conclure un contrat avec une créature mort-vivante de rang S pour avoir un espoir d'affronter quelqu'un comme le héros Ding Kun. Yun-Che rassure Chaozi en lui disant que la famille Ding n'a jamais vu leur visage, il y a donc peu de risque d'être attrapé. Il demande ensuite s'il existe un donjon où un individu puissant est mort. Chaozi, hésitant, admet que le donjon de l'école correspond à cette description, mais prévient qu'il n'est pas facile de s'y faufiler. Notre protagoniste lui assure qu'il a ses propres moyens. Plus tard, à la résidence privée de son professeur d'école, notre garçon corrompt le professeur avec 2 livres de compétences. Le professeur dit qu'il ne peut pas faire grand-chose, mais le donjon a récemment ouvert ses portes aux étudiants diplômés. Il explique que les étudiants peuvent rejoindre une équipe s'ils sont recommandés par un professeur. Avec l'aide du professeur, notre héros obtient la permission et se retrouve bientôt à l'entrée du donjon de l'école. D'autres étudiants se rassemblent, désireux de faire des plans pour passer au niveau supérieur. Alors que Yun-Che examine la scène, il sent que quelque chose ne va pas. Il apprend que le donjon vaillant était un cadeau du héros à l'école. Chaozi, mal à l'aise, révèle finalement que c'est le site où le héros a vaillamment tué le soi-disant traître, Chaoan. Le professeur d'école prévient que le niveau du donjon est élevé et assigne un autre étudiant, Si, pour s'occuper du groupe. Z grogne mais suit les instructions, disant à notre protagoniste et à Chaoji de rester à l'arrière. Malgré les préparatifs animés, notre héros ne parvient pas à se débarrasser du sentiment de danger qu'il ressent de ce donjon de niveau 20-40. À l'intérieur du donjon, Z reconnaît immédiatement Yunsha et Yunyin. Il souligne qu'ils sont de niveau inférieur, puis tourne son attention vers Yunsha et Kaoji, notant qu'ils sont également de niveau inférieur. Se vantant, Z prétend qu'il se sent plus énergique autour des filles et souhaite que Yunsha et Yunyan restent à ses côtés. L'un de ses coéquipiers lui rappelle que ces deux-là sont bien au-dessus du niveau 30, bien hors de sa portée. Contre toute attente, Yunsha et Yunyan se dirigent vers notre garçon. Il identifie instantanément Yunsha comme l'invité qu'il a vu au domaine de la famille Ding et se demande pourquoi elle est venue. Yunsha complimente nonchalamment sa voix, mentionnant qu'elle l'a vue au mémorial, puis se penche et admet tranquillement qu'elle l'a reconnue hier à la résidence de la famille Ding. Pris au dépourvu, notre protagoniste est surpris qu'elle ait pu le reconnaître avec seulement quelques échanges. Après avoir changé d'équipement, Yunsha et Yunyan passent à autre chose. Cela fait réaliser à notre héros que Ding Shu aurait pu reconnaître leur voix hier également. Voulant remercier Yunsha et Yunyan de ne pas avoir révélé son identité, notre garçon les avertit discrètement d'être prudents, expliquant que ce donjon lui donne une ambiance dangereuse. Yunsha le remercie de l'avertissement, mais l'assure avec confiance qu'elle n'est pas inquiète à son niveau actuel. Voyant cela, le groupe de Z est abasourdi et se rassemble rapidement autour de Yunsha, désireux de faire des présentations à Yunsha. Notre héros écarte leur curiosité et se dirige plus loin à l'intérieur du donjon. Zi et son groupe se disputent, insistant sur le fait que Yunsha et Shozuz ne devraient pas partir seuls. Essayant de sauver la face, Zi prétend qu'il est proche de Yunsha, il est donc impossible qu'il soit de bas niveau. Il rappelle à ses coéquipiers que leur objectif principal est de collecter des cristaux et leur suggère d'ignorer les niveaux inférieurs, car tout le monde a une fusée de détresse. Secrètement, Z espère que notre protagoniste se fera tuer pour avoir été trop confiant. Pendant ce temps, Ding Shu se précipite vers l'entrée du donjon et interroge le professeur sur l'équipe qui vient d'entrer.
Il se souvient de la façon dont ses aînés ont rejeté les inquiétudes quand il leur a dit que c'était Yunche et Kaoju qui avaient pénétré dans l'enceinte. Son père pensait que Dean était toujours bouleversé par l'incident du mémorial, tandis que la famille avait insisté sur le fait que les étudiants ne pouvaient pas s'échapper à autant de gardes. Le troisième avait exigé des preuves, et le vieux maître a directement congédié Dingshu. Maintenant désespéré de faire ses preuves, Dingshu attrape un professeur, insistant pour être autorisé à entrer dans le donjon. Yunche est occupé à abattre des monstres quand l'un d'eux lance soudainement une attaque féroce. Prompt à réagir, Chaoju invoque un ensemble de boucliers autour de notre garçon et crie des mots d'encouragement, boostant ses stats au passage. Grâce à ce soutien, notre protagoniste parvient à vaincre le monstre. En conséquence, il passe au niveau 21, tandis que Shoge atteint le niveau 11. Les compétences que Shoge vient d'utiliser proviennent des livres de compétences de la famille Digne, ce qui fait de lui un allié efficace même contre des ennemis plus coriaces. Alors qu'il continue, notre héros se souvient d'un monstre rare connu sous le nom de bête d'obsidienne. S'il peut le vaincre, il pourra acquérir la compétence de type soutien attraction gravitationnelle, qui est déjà listée dans ses compétences inversées. Il est également impatient de trouver l'endroit où un individu puissant est tombé au combat. Finalement, ils arrivent au canyon des piliers de cristal, qui abrite un groupe de bêtes de pierre rayonnantes de qualité élite. Yuncha observe que ces monstres ont migré d'au moins 1 kilomètre, les identifiant comme un type errant. Contrairement aux monstres ordinaires, ces créatures errent librement et possèdent une plus grande force. Notre protagoniste se souvient qu'au début, affronter ce type de monstre était presque suicidaire. Il sortait même des donjons et terrorisait l'humanité. Cependant, les vaincre offrent plus de points d'expérience et un meilleur butin que les ennemis ordinaires. Les bêtes de pierre rayonnantes sont formidables, alors Yuncha décide d'abord de tester leurs capacités. Il découvre rapidement qu'ils peuvent se soigner continuellement. Lorsque les monstres attaquent, même le bouclier de Chaoji ne suffit pas. Notre garçon est blessé, et sa vitesse seule ne peut pas l'aider à esquiver. Forcé de reculer, il invoque son armée de morts-vivants pour se couvrir et décide de dépendre du boost de défense du récent niveau supérieur de Kaoji. Plus tard, dans une zone de farming de niveau inférieur, Kaoji s'avance pour affronter des monstres. Notre héros observe que la plupart des classes se cachent derrière des porteurs de boucliers pour se protéger. Après avoir farmé dans le donjon de la famille Digne, Chaozi a investi ses points en défense et, combiné à l'armure qu'ils ont pillée, possède désormais les capacités de base nécessaires pour un porteur de bouclier compétent. Yun Chao lui conseille de balancer son bouclier dans la direction des attaques entrantes. Apprenant encore, Chao lui laisse une ouverture, et un monstre le projette contre un cristal. Notre protagoniste intervient immédiatement pour achever le monstre et conseille à Chaoju de surveiller les frappes de suivi. Il encourage son ami, lui rappelant de toujours être attentif aux coéquipiers derrière lui. Travaillant ensemble, ils vainquent de nombreux monstres, montant régulièrement de niveau. Yunche atteint le niveau 22, tandis que Chaoju grimpe au niveau 15. Finalement, Chaoju apprend une nouvelle compétence d'un livre de compétences, armure de bouclier, qui ajoute une couche extérieure à son bouclier. Avec cette amélioration, notre garçon pense qu'ils ont enfin ce qu'il faut pour affronter les monstres de type errant. Pendant ce temps, un groupe de professeurs observe les monstres errants depuis les hauteurs. Lorsqu'un étudiant envoie un signal de détresse, les professeurs discutent d'une intervention, mais se méfient de la présence du type errant. Un professeur se porte volontaire pour rester en arrière, mais Yunchi s'approche et propose que lui et Xiaozi surveillent le type errant. Il estime que le signal de détresse pourrait être lié à ces créatures et que 2 professeurs ne suffiraient pas pour un sauvetage. Faisant confiance à sa confiance, les professeurs acceptent et les avertissent de ne pas trop s'approcher des monstres. Cependant, notre protagoniste est certain que ces monstres ne pourront pas lui échapper, à lui et à Kaoji. Yuncha engage un monstre de type errant avec Kaoji fournissant un soutien depuis l'arrière. Repérant une ouverture, notre garçon détruit rapidement la créature. Malgré la victoire, il ne peut s'empêcher de remarquer à quel point il est encore loin de la force qu'il possédait dans sa vie antérieure. Même avec Mirror World boostant son attaque, l'attaque de base de ses classes de soutien reste assez faible. Après avoir éliminé un autre monstre et collecté les drops, notre protagoniste monte de niveau et acquiert une longue épée de cristal, ce qui devrait l'aider à compenser son manque de puissance d'attaque de base. Il est un peu déçu de ne pas trouver de livre de compétences pour l'attraction gravitationnelle, réalisant que le taux de drop pour des compétences aussi rares doit être assez faible. Soudain, un signal de détresse de qualité spéciale provenant d'une équipe d'enseignants illumine le ciel. Ailleurs, Lely, le professeur blond, lutte pour protéger ses élèves dans un espace exigu alors que les monstres de type errant se rapprochent. De l'autre côté, de nombreux étudiants et professeurs regardent le chaos se dérouler derrière leurs boucliers. Curieux de la commotion, Yuncho demande ce qui se passe. Un professeur explique qu'ils ont suivi le signal de détresse jusqu'à une grotte où plusieurs personnes sont maintenant piégées. Il demande l'aide de Yuncho, et elle utilise rapidement ses compétences pour booster le groupe. Avec Yunyin, elle abat facilement un monstre de type errant. Observant de loin, notre héros note les compétences et l'équipement impressionnant que possèdent Yuncha et Yunyin. Poussé par la curiosité à propos de la situation à l'intérieur de la grotte,
il ordonne à Kaoji de rester avec les autres pendant qu'il enquête plus en profondeur. Entrant dans le monde miroir, Yun-Che découvre qu'il peut maintenant accéder à ce royaume à volonté, ce qu'il ne pouvait pas faire après l'incident avec la famille Digne. À l'intérieur du monde miroir, il observe que les gens ont des reflets alors que les monstres n'en ont pas, et il aperçoit le cadavre d'un monstre confirmant qu'il est le seul physiquement présent dans cette dimension. S'aventurant dans la grotte, notre protagoniste trouve Zed et son groupe l'amenant à soupçonner qu'ils sont ceux qui ont déclenché le rassemblement des types errants dans cette zone. Intrigué, il s'enfonce plus profondément dans la grotte à la recherche de la cause profonde de la perturbation jusqu'à ce qu'il tombe enfin sur quelque chose d'inhabituel. Notre héros découvre bientôt pourquoi Zed et les autres se sont aventurés dans la grotte, la présence de minerais de cristal spécial. Contrairement aux cristaux ordinaires trouvés à l'extérieur, ces minerais possèdent une valeur bien plus grande. Ils sont utilisés pour fabriquer des équipements avancés et des objets uniques, ce qui les rend encore plus précieux que l'or. Lorsqu'Yun-Chuo ramasse un minerai de cristal miroir, il réalise que tant qu'il peut trouver une surface de miroir, il peut retourner dans le monde réel depuis le monde miroir. Décidant d'explorer davantage, notre garçon note qu'une cargaison de ce minerai pourrait faire de quelqu'un un milliardaire. Pendant ce temps, dans le monde réel, Yun-Cha et Yunian se feraient un chemin jusqu'à la grotte, vainquant les monstres de type errant pour dégager un chemin pour le sauvetage. En atteignant le groupe piégé, ils avertissent tout le monde de rester vigilant car ils devront continuer à se battre pour s'échapper. Avant qu'ils ne puissent se regrouper, cependant, encore plus de types errants se déplacent et les encerclent. De retour dans le monde miroir, Yun-Che tombe sur un noyau de cristal, un trésor rare qui met des siècles à se former, représentant l'essence cristallisée de tous les produits spéciaux à l'intérieur du donjon. Connaissant sa valeur, notre protagoniste le récupère rapidement. L'utilisation du noyau de cristal augmentera sa récupération d'endurance et de mana, mais ce qui l'impressionne le plus, c'est la réduction des dégâts de lumière et d'électricité de 20% qu'il accorde, une réduction basée sur un pourcentage qui est rare même parmi les équipements de niveau supérieur. Cela rend notre héros prudent, soupçonnant que tout comme le minerai de cristal, l'acquisition d'un trésor aussi caché attirera probablement un monstre bien plus fort. Il décide d'utiliser le noyau de cristal avant de partir, mais découvre que cela consommera 10 minutes de son temps de marche miroir. Pendant ce temps, dans le monde réel, un monstre massif apparaît soudainement. Certains étudiants pensent que c'est un seigneur de type errant. D'autres pensent que cela pourrait être le boss caché du donjon. Le seigneur errant émerge, un boss caché rare, encore plus fort qu'un seigneur de donjon et au-delà des capacités de tout enseignant présent. Les étudiants et les professeurs se blottissent derrière leurs boucliers, mais la panique se répand alors que les types errants environnants lancent des attaques incessantes. Yun-Cha essaie de calmer tout le monde, suggérant qu'ils pourraient s'échapper par le canyon devant eux. Elle active un buff, et le lit prend la tête, guidant le groupe vers l'avant alors qu'ils déplacent leurs boucliers et combattent les monstres. Malheureusement, le seigneur errant libère son cri de bataille, ralliement, invoquant encore plus de types errants depuis les profondeurs du donjon. Il lance ensuite un puissant buff, augmentant les stats de ses serviteurs. Les monstres deviennent encore plus formidables, et un professeur est rapidement éliminé dans le chaos. Au milieu de la lutte, Yun-Cha ordonne aux gardes du bouclier et aux guérisseurs de s'entraider. Étonnamment, un professeur en cape panique et tente de s'échapper seul, en se précipitant à travers les monstres. Le empêche rapidement les voleurs de suivre, les avertissant que leurs compétences de furtivité ne dureront pas assez longtemps pour traverser. Tragiquement, le seigneur errant lance une attaque dévastatrice, et le professeur en cape est éliminé. Pour aggraver les choses, le canyon devant s'effondre, plongeant les étudiants dans le désespoir. Alors que le seigneur errant prépare une deuxième attaque massive, Yun-Cha et Yun-Yin invoquent leurs boucliers ultimes. Ensemble, ils parviennent à bloquer le coup, mais les boucliers sont stationnaires. Ils ne peuvent pas être déplacés ou rééquipés, ils ne font donc que gagner un temps précieux. S'y exprime sa confusion, se demandant pourquoi un seigneur errant apparaîtrait dans un donjon scolaire, tandis qu'un autre étudiant se blâme pour avoir déclenché la catastrophe. Pendant ce temps, Le est soulagé de voir que les étudiants qui se sont portés volontaires pour observer les types errants sont présumés en sécurité jusqu'à ce qu'il aperçoive soudainement Kaoji parmi le groupe, le laissant stupéfait. Alors que les boucliers commencent à se briser, Lily est presque frappé par un monstre attaquant. Kaoji s'avance, invoquant son bouclier juste à temps pour le sauver, et continue de couvrir Lily contre un autre coup entrant. Finalement, tous les boucliers, y compris l'armure de Kaoji, se brisent, et les monstres se rapprochent pour tuer. Juste au moment où la situation devient désespérée, Yun-Che arrive et élimine rapidement les monstres attaquants. Il félicite Chaoju pour sa bravoure et assure calmement à tout le monde qu'il s'occupera de tout à partir de maintenant. Dans le monde miroir, Yun-Che a réalisé que le noyau de cristal d'origine existait toujours dans le monde réel, ce qui signifie qu'il pouvait doubler ses gains en collectant les deux versions. Cependant, extraire un seul cristal consommerait 10 minutes de temps de marche dans le miroir. En donnant la priorité, notre garçon a attrapé le noyau le plus précieux et l'a utilisé pour améliorer ses statistiques. Soudain, un sentiment de danger l'a envahi. Décidant de ne pas prendre plus de risques,
il est rapidement revenu et a découvert qu'il pouvait entrer et sortir librement du monde miroir tant que son temps de marche dans le miroir n'était pas épuisé. En sortant de la grotte et en rentrant dans le monde réel, Yunche a été accueilli par la vue d'une horde massive de types errants et de l'imposant seigneur errant. Sans hésitation, notre protagoniste s'est précipité pour atteindre Chaozi et les autres étudiants. Il a habilement esquivé un monstre en entrant et sortant du monde miroir. À ce moment, notre héros était au niveau 24 avec une magie totale de 141 taux de récupération de 2,6 par seconde. Sa puissance d'attaque était également en hausse. Malgré cela, le seigneur errant restait une menace redoutable. Après avoir atteint les étudiants à travers le monde miroir, Yunche est réapparu devant eux et a immédiatement commencé à éliminer les monstres. Après avoir félicité Xiaozi, il a continué à se déplacer entre les réalités, frappant les ennemis à chaque entrée et sortie. Pour gérer le flux incessant de types errants, il a demandé des buffs à Yunsha et Xiaozi, qui se sont rapidement exécutés. Il semblait n'y avoir aucune fin aux monstres, mais grâce au noyau de cristal, notre héros se sentait confiant de pouvoir tenir le coup. Cependant, quand il a libéré des épines chaotiques, il a constaté que les monstres étaient immunisés. Tout autour, les professeurs et les étudiants regardaient avec incrédulité Yunche afficher son incroyable pouvoir. Chaque monstre qu'il vainquait apportait encore plus d'expérience, et il est rapidement passé au niveau supérieur, réalisant à quelle vitesse il pouvait grandir dans ce combat. Yunsha, stupéfaite par sa force, ne pouvait pas croire que c'était la même personne qu'elle avait autrefois rejetée comme un simple voleur. Passant habilement entre le monde miroir et la réalité, notre protagoniste a éliminé monstre après monstre, poussant son niveau jusqu'à 28. Lily a essayé de rassurer les autres en disant que Yunsha n'était qu'un étudiant, mais il était impossible d'ignorer son talent. Malheureusement, le seigneur errant a lancé une autre attaque dévastatrice. Notre héros a failli esquiver, sachant qu'un coup direct serait fatal. Le mouvement du seigneur menaçait les deux dernières barrières de bouclier. S'il se rapprochait, même cela s'effondrerait. Sentant l'urgence, Lele a exhorté tout le monde à percer alors qu'il y avait moins de monstres. Pourtant, les étudiants et les professeurs ont hésité, craignant que le déplacement des boucliers ne les expose qu'au danger. S'avançant, Yunsha a offert une solution. Il attirerait l'attention du seigneur errant, donnant à tous les autres la chance de s'échapper. Lily a exprimé son inquiétude, mais notre garçon savait que laisser le seigneur errant sans contrôle ne ferait qu'entraîner un plus grand désastre car il rassemblerait encore plus de monstres et finirait par atteindre le monde extérieur. Avec résolution, Yunche s'est décidé. Il allait éliminer le seigneur errant. Avec Yunsha attirant l'attention du seigneur errant, les professeurs et les étudiants saisissent l'occasion de s'échapper. Le plan de Lily est que tout le monde s'en aille rapidement, en espérant que notre garçon pourra également s'échapper. Pendant ce temps, Chozir, se sentant impuissant, s'inquiète du sort de notre héros. Alors que la bataille fait rage, Yunshi monte de niveau en frappant le seigneur errant sous différents angles. Lorsque le seigneur riposte avec une attaque puissante, notre protagoniste se faufile dans le monde miroir puis émerge pour porter un autre coup. Il remarque bientôt, cependant, que le seigneur errant guérit instantanément après chaque coup. Réalisant qu'il a besoin d'une nouvelle stratégie, il décide de cibler le cristal intégré dans la tête du seigneur. Les buffs qu'il a reçus plus tôt commencent à s'estomper, et il sait que son MP ne supportera pas Trickblade plus longtemps. Déterminé à récupérer rapidement, il se pousse à monter de niveau aussi vite que possible. Malheureusement, le seigneur errant commence à anticiper ses mouvements, le traquant même lorsqu'il entre et sort du monde miroir. Pendant une attaque continue massive, notre garçon prend un coup dur et est blessé. Il reconnaît que s'appuyer sur le monde miroir est risqué car son temps là-bas est bas, et invoquer des créatures mort-vivantes n'est pas non plus une option car elles drainent également son MP. Soudain, un bouclier massif se matérialise invoqué par Yunsha. Notre protagoniste est stupéfait de la voir, Chaozi et Union se précipitaient pour l'aider. Alors qu'il l'exhorte à battre en retraite, Yunsha est résolu à terminer la bataille avec leur soutien. Avec leur aide, il se bat à travers plus de monstres et atteint le niveau 30. Enfin, il acquiert le livre de compétences convoité pour l'attraction gravitationnelle. Enfilant son armure, notre héros inverse l'attraction gravitationnelle en tirage gravitationnel, lui donnant la capacité de s'attirer vers le seigneur errant en un instant. Avec sa puissance d'attaque de lames astucieuses amplifiée, il utilise le tirage gravitationnel pour combler l'écart et cible le cristal de tête du seigneur. Le seigneur errant déclenche une autre attaque de zone dévastatrice, mais Yunshi se prépare à l'impact et parvient à briser le cristal. Avec le cristal détruit, le seigneur errant est finalement éliminé. Notre garçon gagne 5000 XP et revendique le titre de tueur errant. En récompense, il reçoit également 2 livres de compétences, une barrière de lumière dorée et la bénédiction d'un ange. La performance de notre protagoniste laisse tout le monde stupéfait alors qu'il atteint le niveau 33. Avant même que Yunsho ne puisse expliquer les objets de butin, le corps massif du seigneur errant commence à s'effondrer, créant le chaos tout autour. Au milieu de cela, notre garçon remarque une montagne creuse à proximité. S'aventurant à l'intérieur, il trouve les restes d'humains et de races errantes et réalise rapidement que cet endroit a autrefois donné naissance à un seigneur errant encore plus fort. De façon inattendue, il tombe sur le corps de Chaoan,
connu sous le nom de Benben. Yunsha s'approche, remarquant que la scène est complètement opposée à la statue héroïque dans la salle commémorative. Elle note que ce qu'il voit ici est la conséquence d'innombrables batailles avec des monstres et des personnes. Chao Chu arrive, insistant doucement sur le fait que son arrière-grand-père n'était pas un homme mauvais. Il partage qu'il a passé des années à rechercher la vie de Chaoan, bien que la plupart de ce qu'il a découvert soit vague. Pourtant, il a découvert que son arrière-grand-père entrait souvent dans des donjons au-delà de son niveau, y compris celui-ci, un terrain de reproduction connu pour les seigneurs errants. Shouji explique qu'à l'époque, les autorités n'avaient pas la force militaire pour gérer de telles menaces, alors ils dépendaient d'individus puissants pour nettoyer régulièrement les donjons. Son arrière-grand-père était l'un de ces rares privilégiés. Bien que sa famille pense qu'il cherche juste du réconfort, Kaoji n'a jamais cessé de chercher la vérité. En entendant cela, notre héros lui donne une tape rassurante, lui faisant savoir qu'il le croit. Yunshu se souvient que Benben était loin d'être mauvais. Il était toujours déterminé à devenir plus fort, n'ayant pas peur de demander de l'aide ou même de se disputer avec son maître. Finalement, Benben a trouvé sa fin en combattant une horde de monstres accablantes. Rempli de détermination, notre protagoniste jure silencieusement de se venger de la famille Ding pour le bien de Benben. Pendant ce temps, de retour au domaine de la famille Ding, Dingshu rapporte que les étudiants reviennent du donjon, chantant les louanges de Yunche pour avoir vaincu un boss caché de niveau 40. Le troisième chef de la famille Ding se lève immédiatement, ordonne à ses gardes de se rassembler et leur ordonne d'amener les membres de la famille Chao. Yunche remet le livre de compétences barrière de lumière dorée à Chaoji, expliquant qu'il ne peut pas apprendre une compétence conçue pour les porteurs de boucliers. Selon Yunsha, notre garçon ne manque certainement pas de capacités puissantes. Malgré ses propres compétences impressionnantes, elle admet que même elle ne peut pas le suivre. Elle souligne sa disparition et sa capacité unique à invoquer des créatures mortes vivantes, faisant réaliser à notre protagoniste que ces invocations de morts vivants sont des âmes transformées. Cela déclenche la pensée qu'il pourrait y avoir d'autres âmes dans le monde miroir en dehors de la sienne. Curieuse, Yunsha entre dans le monde miroir, qui se rafraîchit à son arrivée. Il aperçoit l'âme de Benben et se demande s'il est possible d'interagir avec elle ou même de l'utiliser. De retour dans le monde réel, Yunsha se souvient qu'elle a une cérémonie importante à laquelle assister, alors elle et son assistant prennent congé. À l'intérieur du monde miroir, notre héros tente de communiquer avec Benben, mais ne reçoit aucune réponse. Soudain, l'âme de Benben pousse un rugissement et conjure un mur sombre autour de Yunsha. Des scènes de la vie de Benben se déroulent sur le mur, montrant Ding-kun le frappant finalement. Le mur se brise et l'âme de Benben attaque, animé uniquement par des instincts de combat. Réalisant que la conversation est impossible, notre protagoniste tente de quitter le monde miroir, mais constate qu'il ne peut pas partir de cette zone. N'ayant pas le choix, il se prépare à affronter l'âme de Benben de front. Pendant ce temps, dans le monde réel, le troisième chef de la famille Ding, Ding Ge, s'approche de Chaozi avec Dingshu et plusieurs gardes à sa suite. Ding Ge exige de savoir où se trouve Yunsha, tandis que Chaozi essaie de faire bonne figure, demandant nerveusement s'ils sont là pour l'entraînement. Ding Ge ignore la diversion, révélant qu'ils savent que Chaoju et notre garçon se sont faufilés dans la résidence Ding. Dingshu ajoute qu'il a reconnu leur voix, et Ding Ge mentionne de manière menaçante qu'il a un cadeau préparé pour Chaoji. Ding donne un signal, incitant les membres de la famille Chao, y compris la mère de Kaoji, son grand-père et plusieurs proches parents, à s'avancer. Le grand-père de Kaoji exige immédiatement qu'il s'agenouille et s'excuse auprès de la famille Ding, mais Kaoji refuse, insistant sur le fait qu'il ne laissera pas sa famille être traitée comme des chiens par la famille Ding pendant des générations. Son oncle, cependant, tombe à genoux, déclarant que pour les descendants d'un soi-disant grand pêcheur, c'est déjà une bénédiction d'être autorisé à servir d'une manière aussi humble. La tante de Kaoju l'implore, lui rappelant de penser à sa mère qui a tant souffert depuis que son mari est devenu fou. Mais Kaoju reste ferme, insistant sur le fait qu'il devrait regarder le corps de son arrière-grand-père qui s'est battu pour éviter la catastrophe et s'est sacrifié après avoir été envahi par des monstres. Il implore sa famille de croire les preuves qui se présentent à eux, des preuves qui contredisent la propagande de la famille Ding. Shouja croit qu'une fois la vérité révélée, ils n'auront plus à vivre dans l'humiliation. Il déclare même que, selon la logique de la famille Ding, la famille de son grand-père, sa belle-famille et la famille de son deuxième oncle devraient mourir à cause de ce prétendu crime. Ding Ge rit moqueusement, admettant que ce que dit Chaoju est vrai. Ding-kun est en effet monté au pouvoir en tendant une embuscade à Chaoan, mais il ricane. Peu importe. Chaoan a été qualifié de traître impérial, et personne ne se soucie si le père de Chaoji est devenu fou ou si d'autres membres de la famille sont morts. Il dit à Chaoju que toute la famille Chao connaît déjà ce fait et leur ordonne à tous de s'agenouiller. À contre-cœur, la mère de Chaoju s'agenouille, pleurant alors qu'elle supplie son fils de céder et d'admettre sa faute. Elle ne peut plus supporter la souffrance après la dépression de son mari, mais Kaoji se souvient de ses paroles de son enfance, lui disant de ne pas écouter ce que disent les autres. Alors que Dingshu perd patience et s'apprête à frapper Kaoji pour le soumettre, Kaoji attrape brusquement sa jambe et le jette au sol, déclarant sa détermination à ne jamais s'agenouiller.
Lorsque Ding Shu invoque son marteau de colère, Kaoji riposte avec son bouclier et crie à tous que la famille Chao est une descendante de héros. Kaoji assène un puissant coup de poing à Ding Shu, attirant l'attention de Ding Ge, qui devient de plus en plus curieux. Ding Shu, pendant ce temps, n'arrive pas à croire à quel point son ancien punching ball est soudainement devenu si fort et se précipite sur Kaoji, frustré. Cette fois, Shoji bloque facilement chaque attaque et met Ding Shu au sol avec un coup solide. Pendant ce temps, dans le monde miroir, Yun-che est enfermé dans une bataille féroce avec Ben Ben. Il se rend compte qu'il est témoin de la pleine puissance de Ben Ben, et l'écart entre eux est immense. Si Ben Ben n'était pas une classe défensive et n'avait pas conscience de lui-même, notre garçon aurait de gros problèmes. Heureusement, toutes les techniques de combat de Ben Ben ont été initialement enseignées par Yun-che lui-même, il connaît donc leurs faiblesses. Pourtant, notre héros lutte, constatant que même la lame de la ruse a peu d'effet sur Ben Ben. La situation empire lorsque Ben Ben invoque sa barrière de lumière dorée, un geste qui inquiète vraiment notre protagoniste. De retour dans le monde réel, Ding Shu riposte avec son marteau chaotique de montagne en fusion. Chaoji tient bon, bloquant l'attaque et ripostant par une série de coups qui laissent Ding Shu chancelant sur le sol. Alors que Ding Shu encaisse coup après coup, le troisième chef de famille invoque sa propre arme à griffes, prêt à prendre les choses en main. De façon inattendue, il trouve Chaoju protégé par la barrière de lumière dorée. À l'intérieur de la barrière, Chaoju tient Ding Shu, continuant son assaut et traitant la famille Ding de lâche. Dans le monde miroir, notre protagoniste attaque désespérément la barrière de lumière dorée. Il sait que la barrière peut résister à au moins 10 coups, à condition qu'aucun d'entre eux ne dépasse le double de sa tolérance. Une fois son énergie épuisée, n'importe quelle série de 10 attaques peut la briser. Dans le monde réel, le troisième chef de famille parvient finalement à détruire la barrière. Alors que la poussière retombe, Shaozu déclare que si son arrière-grand-père était présent, ce serait la famille Ding qui supplierait grâce. Enragé, Ding Ge utilise une compétence qui force Chaozi à lâcher Ding Shu, puis déclenche Gravity Smash, qui fend le sol et laisse Chaozi gravement blessé. Ding Ge avance, se préparant à trancher les jambes de Chaozi avec sa hache. À ce moment, la mère de Shoujo intervient, implorant pour la vie de son fils et offrant de s'agenouiller et d'accepter n'importe quelle punition à sa place. Dinga offre un choix à Shoujo, mais perd rapidement patience et tourne sa fureur vers la mère de Shoujo, avec l'intention de lui faire du mal. Soudain, l'âme morte vivante de Ben Ben apparaît devant tout le monde, stupéfiant toute la famille Chao et leur ravisseur. Yun-chu, regardant depuis le monde miroir, explique que Ben Ben est revenu de l'enfer pour régler ses comptes. Sous les yeux de tous, Ben Ben mort-vivant se dresse fièrement. Le troisième chef de la famille Ding ordonne immédiatement à ses hommes de le maîtriser. Les gardes de la famille Ding se précipitent, mais Ben Ben active armure de fer, armure de bouclier, aura de gardien et bouclier de groupe en même temps. Leur assaut combiné est repoussé sans effort, et les gardes sont plutôt renvoyés en arrière. Le grand-père de Cao Chu est laissé sans voix par la force de Ben Ben, tandis que Cao Chu admire comment il peut résister aux attaques de tant d'adversaires à la fois. Se tournant vers Yun Choi, Ding Ge déclare qu'il sait que Ben Ben n'est qu'une invocation de mort-vivant, ayant déjà vu l'armée de morts-vivants de notre héros chez lui. Il se moque de Ben Ben pour n'être que de niveau 33, le traitant de déchet, et lance une série incessante d'attaques en utilisant sa compétence d'adhérence du sperme. Ben Ben, cependant, contre chaque mouvement. De plus en plus frustré, Dingue franchit la défense de Ben Ben avec une aura rouge et déclenche Summon God Crash, mais Ben Ben le bloque avec sa barrière de lumière dorée. Le troisième chef reconnaît la puissance de la barrière et ordonne à ses hommes de la briser, pour découvrir qu'ils sont tous occupés à combattre les squelettes morts-vivants. Fou de rage, il tente un coup de poing à pression de charge sur notre garçon, mais l'attaque n'a aucun effet. Choqué, Dingo passe à la griffe déchirante, mais notre protagoniste disparaît, pour réapparaître au-dessus et frapper, laissant Dingue gravement blessé. Saignant et enragé, le troisième chef rugit, mais Yun-che esquive facilement. Ben Ben lève son épée, donnant à notre héros une plateforme pour sauter et lancer une attaque encore plus rapide. D'un seul coup net, il tranche le bras de Dingue. Quand Dingue appelle son prêtre, il découvre que tous ses hommes ont été éliminés par les morts-vivants. Notre héros se moque de lui, expliquant qu'avec le buff de compétences légendaires, ces créatures mortes-vivantes sont maintenant bien plus fortes que ce que les gardes de Dingue peuvent gérer. Désespéré de s'échapper, le troisième chef de famille tente de fuir, mais est bloqué par les épées levées de Ben Ben. Yansha révèle calmement qu'il s'agit de la formation absolue du bouclier d'épée. No one below S class HAS ever escaped it. Dans un dernier effort, Dingue sort une bombe du vide, une arme de classe S héritée de son grand-père, et menace de la faire détonner. Imperturbable, notre protagoniste lui dit de continuer. Dingue hésite, et Yunshu lui coupe rapidement l'autre bras, envoyant la bombe rouler au sol. Sans aucune option, Yanshuo lui ordonne de s'agenouiller, et Dingue s'exécute désespérément. Shouge ne peut s'empêcher de sourire à la vue tandis que Dingsu pleure doucement en arrière-plan. Notre protagoniste marche sur le dos de Dingue, pointe son épée sur le cou de l'homme et exige de savoir ce qu'il vaut maintenant. Yunsho vérifie son inventaire et trouve des centaines de potions de santé,
chacune capable de restaurer 100 PV en 10 secondes. Cependant, notre héros réalise rapidement que même l'utilisation de toutes ces potions ne suffirait pas à guérir complètement Ben, gravement blessé. Silencieusement, il décide que Ben doit mourir et être ressuscité une fois de plus, lui permettant de revenir plus fort qu'avant. Après avoir achevé Ben, son âme apparaît dans le monde miroir, et Yun-Che le recrute en douceur comme un mort-vivant avancé. Il note qu'en battant des ennemis redoutables, il peut continuer à élargir sa liste de puissants morts-vivants et décide de garder Ding Shu en vie pour une utilisation future potentielle. Le grand-père de Kaoju regarde notre protagoniste avec admiration, étonné de voir comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait être si puissant. Il est convaincu que Yun-Che doit être celui qui a aidé Kaoju à devenir plus fort. Pendant ce temps, l'oncle de Chaoju en conclut que le héros qui a tué leur grand-père il y a des décennies doit maintenant être encore plus formidable. Notre garçon est d'accord intérieurement, se rappelant qu'il doit devenir encore plus fort pour finalement affronter Ding Kun. Soudain, il réalise que ses soldats morts-vivants ont gagné des niveaux. Sending them out to battle was the right move. Maintenant, avec leur force accrue et leur nouvel équipement, ils sont presque imparables. Voyant que ce donjon n'offre plus assez d'expérience, Yun-Che ordonne à ses morts-vivants de vaincre le seigneur du donjon. Ce faisant, le donjon disparaîtra, fournissant une couverture à la famille Chao pour s'échapper inaperçue. Bientôt, ces morts-vivants éliminent avec succès le seigneur du donjon, et le donjon commence à disparaître. Se tournant vers la famille Chao, notre garçon les rassure en leur disant que le chaos qui s'ensuivra retardera la réponse de la famille Ding à la mort du troisième chef. Il leur conseille de fuir immédiatement et promet de s'occuper de tous les poursuivants. Notre protagoniste sait qu'il doit vaincre plus de seigneurs de donjons pour atteindre le niveau 3 du monde miroir. La dernière amélioration l'a rendu considérablement plus fort, et il est convaincu qu'atteindre le niveau suivant le mettra au même niveau voire au-dessus de Ding Kun. Plus tard, à l'entrée du donjon privé d'un homme riche, un garde se vante que personne n'oserait s'introduire, ignorant que Yun-Che s'est déjà faufilé. À l'intérieur, notre héros remarque à quel point ces types de donjons sont mal protégés et procède à l'élimination de plusieurs autres, gagnant régulièrement des niveaux. Bientôt, des rumeurs se répandent sur un mystérieux destructeur de donjons. Le grand-père de Shoji se demande si ce pourrait être Yun-Che, craignant que les gens ne finissent par relier ces incidents au donjon dans lequel ils sont entrés précédemment, ce qui pourrait ramener la famille Ding à notre protagoniste. Il réalise que Yun-Che a nettoyé les donjons pour aider la famille Chao à s'échapper. Se cachant maintenant loin du domaine de la famille Ding, la famille Chao ressent enfin un sentiment de soulagement jusqu'à ce que Ding Hao, le deuxième chef de la famille Ding, brise le mur de leur cachette avec sa compétence de descente inégalée. Il les traite de traîtres et avertit que l'emplacement de Yun-Che a été découvert. Pendant ce temps, à l'extérieur du donjon des héros, notre garçon, maintenant au niveau 42 avec le monde miroir amélioré au niveau 3, se tient prêt, déclarant qu'il est venu pour Ding Kun. Debout devant le donjon des héros, Yun-Che réfléchit à la façon dont tous les donjons privés qu'il a nettoyés étaient seulement autour du niveau 30, bien trop faibles pour offrir un réel défi ou une croissance. Les donjons plus forts comme celui-ci sont contrôlés par l'État, fortement gardés par l'armée et interdits à quiconque dans un rayon de 2 km. Normalement, notre garçon se fierait à sa compétence de monde miroir, mais avec une portée de seulement 20 mètres, ce n'est pas suffisant pour contourner une sécurité aussi stricte. Au lieu de cela, il décide de se tourner vers Yunsha pour obtenir de l'aide. Quand elle arrive, Yunsha exige de savoir pourquoi il a demandé son aide pour entrer dans le donjon. Elle admet qu'elle ne peut pas entrer sans laisser-passer non plus. Notre protagoniste lui tend plusieurs laissez-passer temporaires qu'il avait volés au domaine de la famille Ding. Elle souligne que chaque laissez-passer nécessite que quelqu'un accompagne le titulaire lors de l'inspection et le presse de dire pourquoi il est si désespéré d'entrer. Yunsha explique qu'après avoir vu le sort de Ben dans le soi-disant donjon des traîtres, il soupçonne qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire que les héros ont répandue sur la rébellion. Il a décidé d'aider la famille Chao à découvrir la vérité. Yunsha soutient qu'il n'a aucun lien avec la famille Chao, donc risquer un conflit avec la famille du héros n'a aucun sens. Elle l'accuse de mentir, notant qu'il a volé les laissez-passer avant de savoir quoi que ce soit sur Ben. Elle mentionne que Ding a mené un groupe dans le donjon des traîtres pour se venger, mais a disparu avec le donjon et soupçonne que notre héros nourrit une rancune contre les héros. De plus en plus curieuse, Yunsha demande si notre garçon est apparenté au traître Yinsha, étant donné la similitude de leur nom. Il plaisante en disant qu'elle partage aussi le même nom de famille, ce à quoi elle répond qu'elle a changé le sien pour éviter les ennuis. Il la taquine à nouveau, suggérant qu'elle fait des suppositions sur son vrai nom de famille. Agacée, elle menace de le signaler à l'armée, mais Yinsha sait qu'elle ne le fera pas. Il croit que Yinsha est une personne vraiment bonne, une personne altruiste qui a risqué sa vie pour sauver les autres. Pour gagner sa confiance, il lui tend le journal qu'il a pris à la famille Ding, qui expose les crimes des descendants du héros. Yunsha, surprise, se demande pourquoi il lui fait confiance si facilement et l'avertit qu'il ne devrait pas faire confiance aux autres si aveuglément. Notre héros insiste sur le fait que même s'il a été trahi auparavant, cela ne l'empêchera pas de faire confiance aux gens et l'assure qu'elle n'est pas une personne mauvaise. Embarrassée,
Yunsha lui dit de la suivre seulement jusqu'au moment où elle le trahira. À l'entrée du donjon des héros, un garde salue Yunsha et l'informe que les héros attendent à l'intérieur. Il est perplexe qu'elle ne soit pas arrivée avec Dingdan et se méfie de la silhouette à capuche, Yunche, à ses côtés. Le garde explique que la sécurité est renforcée, d'autant plus que la famille Ding a signalé que leur laissez-passer temporaire avait été volé et insiste pour vérifier sa garde personnelle. En réponse, Yunsha saisit le visage de Yunsha et défie les gardes, leur demandant s'ils aimeraient aussi la contrôler au cas où elle aurait été remplacée aussi. Les gardes, intimidés par son statut, reculent rapidement et les laissent passer. Une fois à l'intérieur, notre protagoniste réalise que l'influence de Yunsha est bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Elle précise qu'elle n'interviendra pas davantage et se fiche de ce qu'il fait à partir de maintenant. Reconnaissant, notre garçon la remercie et invoque un mort-vivant en cape, lui demandant de partir avec lui pour sa propre sécurité. Après le départ de Yunsha entre dans le monde miroir, désireux de tester la nouvelle capacité qu'il a débloquée au niveau 3. Yunsha active son monde miroir de niveau 3, copiant habilement des monstres du monde réel pour les déployer dans le royaume miroir. Avec cette capacité, il peut facilement dupliquer des créatures et les cultiver dans le monde miroir sans craindre d'être découvert. De plus, même après avoir quitté le monde miroir, les créatures mortes vivantes de notre héros restent derrière, continuant à gagner des niveaux en son nom. À l'intérieur du donjon des héros, la famille Ding construit une ville, qui sert de base à partir de laquelle notre garçon prévoit d'enquêter davantage. Il a déjà appris du journal de la famille Ding que Ding-kun peut y être trouvé. Malheureusement, notre protagoniste ne sait pas grand-chose sur ce personnage, seulement que Ding-kun a atteint le rang S il y a des décennies et n'a pas affiché sa puissance publiquement. Yunsha pense que rassembler plus d'informations lui donnera l'assurance nécessaire pour affronter Ding-kun. Il se souvient que dans sa vie antérieure, il connaissait tous les rangs S, pourtant Ding-kun semblait surgir de nulle part. Espérant obtenir plus d'informations, il essaie d'interroger Ben, mais ne reçoit aucune réponse. Réalisant que la communication est toujours impossible, notre héros se souvient que lorsque le monde miroir est passé au niveau supérieur, l'intelligence de ces créatures mortes vivantes a augmenté, Ben montrant l'amélioration la plus notable, bien qu'insuffisante pour une communication complète. Il ne peut qu'espérer que d'autres améliorations aideront Ben à retrouver plus de conscience. Pendant ce temps, dans le château de la ville des donjons, Dingdan crie sur son père, l'accusant de toujours favoriser le troisième fils. Selon le rapport du bureau de la sécurité, ce fils reste porté disparu. Le héros de l'Empire, Ding-kun, est assis dans son armure mais se lève à l'éclat de voix de son fils, déclarant que le criminel doit avoir atteint le rang S et lui conseillant de prendre des mesures immédiates. De façon inattendue, Kun perce sa main dans Dan, se moquant de lui pour être incapable de suivre la trace de son propre fils. Il le rabaisse pour être un rang S qui ne peut pas résister à un seul coup et déclare que la seule raison pour laquelle il a gardé Dan en vie était de veiller sur son petit-fils. Maintenant, cependant, Dan doit nettoyer son propre gâchis. Kun l'avertit également que la perte d'un parent de sang coûte plusieurs années de sa vie. À l'extérieur du château, Ding Yan, un descendant du héros, est assis lié avec des ceintures sur le dos d'un homme géant. Yan regarde avec amusement les humains et les loups se battre pour la nourriture. Son aide, Nan, apparaît et mentionne que l'animal de compagnie du maître de Yan n'a pas mangé de viande depuis des jours. À ce moment, notre protagoniste les observe de loin, notant que la famille Ding ici semble beaucoup plus réservée que ceux à l'extérieur. Alors qu'il se demande s'il doit se révéler, Ben commence à se débattre, essayant de dire quelque chose. Yunshi se rend compte que même dans cet état, Ben veut aider les autres. Il se souvient que parmi ceux de la zone sinistrée, Ben et Lanqian étaient les plus gentils et les plus forts, c'est pourquoi il les a acceptés comme ses élèves. Maintenant, cependant, il se sent regrette, croyant que c'est de sa faute si Ben a fini comme ça. Après quelques minutes, Ben commence à marmonner des noms, faisant croire à notre garçon que Ben a retrouvé une certaine conscience. Ben dit alors que Léon Chan est Ding-kun, ce qui fait écarquiller les yeux de Yoon Choi d'incrédulité. Pendant ce temps, dans le château, Ding-kun essuie le sang de son fils de son armure, murmurant le nom de notre protagoniste. Il ne s'attendait pas à entendre ce nom après tant d'années, mais maintenant il se sent à la fois excité et curieux de découvrir qui se fait passer pour son maître. Yan se soucie profondément de ses ogres de compagnie, mais alors qu'il est absorbé et s'occupe d'autres animaux de compagnie, les ogres commencent à mourir de faim. Dans un moment de folie, Yan pointe frénétiquement vers les humains impuissants qui gisent devant, ordonnant à ses ogres de les dévorer tous. Alors que le carnage approche d'un enfant, Yoon-che arrive juste à temps et élimine instantanément la menace. Il a encore du mal à accepter que Ding-kun soit en fait Lanqian. Pendant ce temps, Yan se cache derrière son assassin, méfiant de ce revirement soudain. Bien que notre garçon soit furieux d'apprendre que Ding-kun et son élève sont la même personne, il se souvient du passé où il a expliqué à ses deux disciples que l'ère des chevaliers était révolue. Pourtant, en tant que descendant de chevalier, il avait l'intention de transmettre quelque chose de significatif. Sous sa direction, il s'est assuré que ses élèves deviennent plus forts que les professionnels ordinaires.
Il leur a demandé de se souvenir de quelques principes clés s'ils souhaitaient s'entraîner sous sa direction. La première était l'humilité, un rappel qu'ils n'étaient pas différents des autres et qu'ils devaient toujours rester polis et respectueux. Il les a grondés pour leur manque de respect et leur a même fourni des livres de compétences pour encourager leur croissance. Revenant au présent, notre protagoniste donne du fil à retordre à Yan et Nan, allant même jusqu'à briser l'équipement légendaire de niveau 30 de l'assassin. Malgré cela, Yan continue de se moquer, ce qui incite Yoon Choi à se souvenir de la deuxième leçon, faire preuve de miséricorde. Il a souligné qu'il fallait traiter les faibles avec gentillesse et utiliser la compassion pour contrer la violence et les méfaits. Notre héros avait autrefois sauvé les deux élèves d'une vente aux enchères d'esclaves, croyant que ceux qui avaient souffert comprendraient l'impuissance des autres. Maintenant, alors qu'il frappe les illusions de Yan et Nan, Yan affirme effrontément qu'il y en a beaucoup d'autres à affronter, allant même jusqu'à narguer que peut-être la famille de notre garçon est parmi ceux qui les soutiennent. En réponse, Yoon Chae augmente sa puissance d'attaque grâce à son système et utilise Mirror World pour localiser les vrais Yan et Nan. Une fois qu'il les trouve, il attaque directement. Il se souvient du troisième principe, le courage. Dans les combats de donjon, il faut défendre la justice. Voyant la force de notre protagoniste, Yan décide de se retirer, laissant Nan l'affronter seul. Nan utilise sa capacité à frapper Yoon Chae, mais ne parvient pas à le trouver au moment crucial. Soudain, notre héros apparaît par derrière et frappe, puis déclenche une compétence spéciale. La quatrième leçon vient à l'esprit de sacrifice. Pendant ce temps, Ben traîne Yan loin, l'amenant à son maître. Bien que Jean crie qu'il est le petit-fils du héros, il est laissé sans voix quand il voit son assassin transformé en une marionnette de notre protagoniste. À ce moment, notre garçon se souvient des leçons restantes, l'honnêteté, la justice, l'honneur et l'âme. Après avoir vaincu Yan, Yoon Chae se tient au sommet du mur du château, témoin d'innombrables humains suspendus comme prisonniers. Il se rend compte que Lanqian a non seulement abandonné ses enseignements, mais a même tourné sa lame contre son maître. Furieux, notre protagoniste exige de savoir pourquoi Lanqian a conduit ses descendants à un tel mal. Soudain, Qian apparaît derrière lui et lui assène un coup puissant, envoyant Yoon Qian voler à travers plusieurs murs. Cependant, il se rétablit rapidement, utilisant ses compétences pour guérir et amplifier sa puissance d'attaque. Alors que Shen approche, notre héros riposte en envoyant ses miroirs frapper, puis l'affronte directement, exigeant une explication de sa trahison. L'armure de Shen se brise après avoir encaissé un coup de Yoon Chae, révélant enfin son visage. Le corps de notre garçon tremble en réalisant que son élève est, en fait, Din-kun. Il exige de savoir pourquoi Shen a trahi son maître, mais Shen remarque simplement qu'il reconnaît son ancien nom. Alors que Shen passe à l'attaque, il se demande à voix haute si Yoon Chae a été envoyé par leur maître. Après avoir habilement esquivé les attaques de Shen, notre protagoniste contre-attaque par derrière, répétant sa question. Pourtant, Chin insiste sur le fait qu'il n'est qu'un outil envoyé par son maître, et il claque le sol en le déchirant. Curieux de voir s'il reste une reconnaissance, notre héros envoie Ben en avant. Qu'un claque Ben au sol, surpris de sa survie. Mais après un autre coup brutal, il se rend compte que Ben n'est qu'un mort-vivant. Même dans la résurrection, il reste peu d'intellect. À ce moment, les trois fils de chien émergent, brandissant des armes pour soutenir leur père. En réponse, notre garçon invoque son armée de morts-vivants avec Ding parmi eux. La vue amène Chan aux larmes brièvement, mais l'excitation le dépasse bientôt alors que son intérêt pour Yoon Chae grandit. Observant notre protagoniste en train de faire revivre les autres, Chan exige qu'il prouve s'il est vraiment son maître. Élevant son MP et sa puissance d'attaque, Yoon Chae se souvient des jours où Chan, autrefois enfermé dans une cage, aidait les autres, si différent de ce qu'il est maintenant. De façon inattendue, Chan affirme que tout ce qu'il est devenu est grâce à son maître. Notre héros lui rappelle qu'il l'a sauvé de l'esclavage et l'a aidé à devenir un professionnel puissant. Mais Shen, au lieu de gratitude, se demande pourquoi il a été sauvé si tard et pourquoi, en tant que simple fils de chevalier, il n'a pas pu vivre aussi confortablement que Ben. Il crie, demandant pourquoi Ben, qui n'a rien fait, a bénéficié d'une telle faveur. Peut-être, suggère-t-il amèrement, parce que Ben est simplement né plus propre. Il murmure, se demandant pourquoi son maître a fait de lui un berserker, se demandant si sa nature timide l'a forcé à jouer ce rôle. Notre protagoniste nie fermement avoir jamais eu de favori, rappelant à Shen qu'il a toujours agi comme s'il voulait devenir plus courageux. Cela ne fait qu'alimenter le ressentiment de Shen alors qu'il conclut que son maître préfère les gens comme Ben. Il avoue qu'il a essayé d'être courageux, mais qu'il ne s'est jamais senti favorisé, pensant toujours que son maître méprisait ses origines. Admettant qu'il ne peut pas vivre selon les vertus des chevaliers, Qian affirme que le statut et le pouvoir déterminent le traitement que l'on reçoit. Sauver les autres n'a aucune valeur pour lui, et il affirme qu'il n'y a aucune trahison. Son maître a choisi Ben, et il a choisi un chemin différent. Il révèle que Luo lui a accordé un statut plus élevé, soulignant le contraste frappant entre la vie de ses descendants et celle de Ben. Avec un rire moqueur, il souligne les positions actuelles de son maître et de Luo. Furieux, notre garçon attaque avec ses miroirs, frappant de toutes les directions.
Alors que l'armure de Chan est complètement détruite, Yoon Choi déclare froidement qu'il n'est même pas digne des orteils de Ben Ben. L'armure de Chan se brise complètement, pourtant il éclate d'un rire amusé. Soudain, il augmente sa puissance d'attaque de 300% et sa vitesse de 200%. Alors qu'il bondit vers Yoon Choi, il le raille en le traitant d'hypocrite, activant le carnage. Compétence exclusive de Berserker, la vitesse de Shen devient presque impossible à suivre, forçant notre garçon à compter sur le monde des miroirs pour se cacher et esquiver. Après la frappe de Shen, notre héros réapparaît, faisant réaliser à Shen qu'il utilise des miroirs pour voyager et éviter les attaques. En réponse, Shen déchaîne sa compétence exclusive de Berserker, Tempête de sang, visant à briser tous les miroirs et à couper les moyens de fuite de notre garçon. Alors que la tempête de sang fait rage, les PV de notre protagoniste chutent rapidement. Qin active alors le corps de Berserker, ricanant que son maître ne parle de vertu que lorsqu'il est sûr de lui. Juste au moment où il s'apprête à frapper, il se moque de notre protagoniste pour avoir prêché la compassion tout en vivant confortablement. Utilisant une lame d'explosion de rage de sang, Qian projette Yoon Choi violemment dans les débris, faisant chuter ses PV. Qian rit, soulignant que sans miroir, notre garçon ne peut plus s'enfuir. Malgré le revers, Yoon Choi utilise des soins de base pour se rétablir et se remet sur pied, lançant une autre attaque sur Qian, qui contre facilement. Qian raille en disant que son maître est devenu délicat et commence à appuyer sa lame vers le bas. Quand notre héros attaque avec une deuxième lame, Qian l'arrête à main nue, affirmant que la trahison est la seule façon pour quelqu'un de vraiment grandir. Luttant, notre protagoniste parvient à libérer sa première épée, mais a toujours du mal à combattre son ancien élève. Curieux, Shen demande s'il est jaloux de Kuo Wei, qui est devenu le roi suprême, alors que lui-même est devenu un traître. Avec une dernière raillerie, Shen projette Yoon Choi dans les débris avec une force énorme, faisant chuter les PV de notre garçon à seulement 42. L'excitation de Qian ne fait que croître à l'idée d'éliminer son maître de ses propres mains. Il offre une pitié perverse, suggérant à Yansha de s'agenouiller et de devenir son animal de compagnie et exigeant le secret de la résurrection. À la surprise de Shen, notre héros se lève, serrant ses lames et admettant qu'il n'aurait jamais dû sauver Shen de la cage aux esclaves. À ce moment-là, il monte de niveau, restaurant pleinement son statut et étourdissant Shen. Pendant ce temps, l'armée de morts-vivants continue d'élever des monstres dans le monde des miroirs, augmentant régulièrement l'expérience de notre protagoniste. Activant l'inverse, l'éclat d'accélération, il augmente la vitesse de son unité de 30%, puis active l'inverse. Possession maléfique pour augmenter encore ses statistiques. S'appuyant sur toutes les compétences de classe de champ acquises dans chaque donjon, Yoon Choi déclare qu'il n'a pas besoin de vertu lorsqu'il a affaire à quelqu'un comme Qian. Il est déterminé à nettoyer le gâchis, quoi qu'il en coûte. Il lance des attaques de toutes les directions, mais Shen se contente de rire, remarquant que son maître balance sauvagement deux épées sans viser. Alors qu'il frappe notre héros, Yoon Choi disparaît, pour réapparaître derrière son élève et porter un coup. Qian est stupéfait, se souvenant qu'il a détruit tous les miroirs, mais remarque ensuite du sang sur le sol et réalise, trop tard, que toute surface réfléchissante peut être utilisée pour voyager. Rapidement, Shen active la collecte d'énergie sanguine, convaincu que maintenant qu'il ne reste plus de surface réfléchissante, Yoon Choi ne pourra pas s'échapper. Soudain, Ben Ben le poignarde par derrière, et saisissant l'opportunité, notre garçon invoque toutes les créatures mortes vivantes. Maintenant, Shen se retrouve complètement encerclé sans aucune chance de s'échapper.